Des informations sont sorties ce matin et je veux que vous y prêtiez attention. Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui s'est retrouvé face à Vance pendant 20 et 1 heure à Islamabad, l'homme que Trump avait personnellement désigné comme l'interlocuteur de Washington, ce qui se rapprochait le plus d'un négociateur capable de conclure un accord pour l'Iran, aurait démissionné de son poste de négociateur en chef de l'Iran. La raison ? Selon plusieurs rapports citant la chaîne 12 et des sources israéliennes, serait l'ingérence croissante des généraux du corps, des gardiens de la révolution islamique, qui ont bloqué une proposition qatari soutenue par Ghalibaf. Un échange de 20 navires iraniens contre 20 navires du Golfe passant par Hormuz. Le corps des gardiens de la révolution islamique a torpillé la proposition. Ghalibaf a quitté ses fonctions en signe de protestation. Le pétrole est à 106 $ et 80 cents ce matin, en hausse de 5% depuis mercredi. Et la Chine n'a pas dit un seul mot sur la démission de Ghalibaf. Tous ceux qui couvrent cette affaire la décrivent comme un différend politique interne iranien, une lutte de pouvoir entre factions qui finira par se résoudre lorsque la pression augmentera encore. La faction diplomatique est en recul aujourd'hui. Elle pourrait remonter demain. Le gouvernement iranien est fracturé et les gouvernements fracturés finissent par produire des négociateurs capables de prendre des décisions. Je veux soutenir que c'est pas un différend politique. Je veux soutenir que c'est un signal et que le signal précis n'est pas que l'Iran est plus difficile à traiter aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Le signal, c'est que la faction à l'intérieur de l'Iran, qui a conclu que la résistance est préférable à n'importe quel accord, vient de gagner l'argument interne. La Chine a déjà vu un pays atteindre ce moment. La dernière fois que le diplomate modéré d'un pays a été remplacé par des durs militaires au moment exact où un accord était à portée de main, ce qui est venu ensuite n'a pas été une négociation. Cela a changé la guerre. Voilà le cadre que je veux vous présenter aujourd'hui. J'appelle cela le signal de déplacement diplomatique et comprendre ce que la Chine lit dans ce moment et pourquoi elle le lit très différemment de la manière dont Washington le lit en ce moment. Je vous dis ce qui vient ensuite. Commençons par ce qui est réellement arrivé à Ghalibaf, parce que les détails comptent plus que le résultat. La proposition qatari qui a déclenché sa démission était précise. 20 navires iraniens obtiendraient un passage garanti par Hormuz en échange de 20 navires provenant de ports arabes du Golfe. Un arrangement réciproque. Des chiffres égaux. Aucun des deux camps ne concédant formellement la question de la souveraineté. Ghalibaf la soutenait. Le corps des gardiens de la révolution islamique l'a rejeté, non pas à cause des chiffres, mais à cause du précédent. La position du corps des gardiens de la révolution islamique, énoncée explicitement, est que le passage par Hormuz est coordonné avec les autorités iraniennes. Un arrangement réciproque avec les États du Golfe implique une équivalence bilatérale. Il implique que les navires du Golfe ont les mêmes droits d'accès que les navires iraniens, ce qui contredit la revendication du corps des gardiens de la révolution islamique d'une autorité souveraine iranienne unilatérale sur le détroit. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas rejeté les chiffres, il a rejeté le cadrage. Et lorsque Ghalibaf a tenté d'avancer sur ce cadrage, le corps des gardiens de la révolution islamique a décidé de remplacer le décideur. Ce n'est pas une tactique de négociation, c'est une décision structurelle. Voilà ce que cela signifie pour l'accord que l'Amérique essaie d'atteindre. Euronews et Iran International ont confirmé cette semaine que, dans des conditions de guerre, tous les postes critiques en Iran doivent être choisis et gérés directement par les gardiens de la révolution. Ghalibaf et Abbas Araghchi, les deux visages les plus visibles des négociations iraniennes, ne peuvent pas prendre de décision sans l'approbation du corps des gardiens de la révolution islamique. Massoud Pezeshkian a été bloqué dans des décisions clés. La nomination de Mohammad Bagher Zolgador au poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a été imposée à Pezeshkian par les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique malgré ses objections. Le gouvernement civil de l'Iran existe, il négocie, il envoie des délégations, il publie des déclarations, mais chaque décision prise par ces délégations est soumise au veto du corps des gardiens de la révolution islamique. Et aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique a exercé ce veto sur la seule proposition qui contenait assez de concessions mutuelles pour faire avancer le processus.
Trump publie sur Truth Social que l'Iran est dans le chaos, que personne ne sait qui est le dirigeant, et que les luttes internes entre les durs et les modérés sont vraiment graves. Trump a raison à propos des luttes internes. Il se trompe sur ce qu'elles signifient. Il traite la victoire du corps des gardiens de la révolution islamique sur Ghalibaf comme une preuve de faiblesse iranienne. C'est une preuve de clarté iranienne. La faction qui a conclu qu'aucun accord aux conditions américaines n'est acceptable vient de gagner l'argument interne. Un pays n'est pas affaibli lorsque sa faction la plus décisive consolide le pouvoir, il devient plus cohérent. Et un corps des gardiens de la révolution islamique plus cohérent ne signifie pas un Iran plus proche d'un accord. Cela signifie un Iran qui vient de retirer la personne qui s'en était le plus approchée. Dans le monde de Trump, chaque crise devient apparemment plus facile à comprendre dès qu'il confond le bruit avec une stratégie et une publication sur les réseaux sociaux avec une analyse du renseignement. Regardons maintenant ce que la Chine a déjà vu, parce que c'est ici que le signal devient visible. La Chine n'analyse pas les relations internationales comme les médias occidentaux. La Chine ne regarde pas la démission de Ghalibaf en y voyant une simple histoire de dysfonctionnement. La Chine la regarde et reconnaît un schéma. Plus précisément, elle reconnaît le schéma du déplacement diplomatique, le moment où la faction diplomatique modérée d'un pays est écartée par son commandement militaire au moment précis où un accord était possible. La Chine a étudié ce schéma dans plusieurs cas historiques. Le plus instructif n'est pas le Japon en 1941. Dans ce cas, la prise de contrôle militaire avait eu lieu des années avant Pearl Harbor. Le parallèle le plus précis est l'Europe d'août 1914. Dans les derniers jours avant le début de la Première Guerre mondiale, le secrétaire allemand aux Affaires étrangères Gottlieb von Jagow et le ministre autrichien des Affaires étrangères Leopold Berchtold, les responsables qui menaient les canaux diplomatiques parallèles, ont été systématiquement contournés par leurs commandements militaires respectifs, alors que les généraux activaient des plans de guerre qui ne pouvaient plus être inversés. Les diplomates civils avaient des cadres de désescalade, les commandements militaires avaient des calendriers de mobilisation. Les calendriers militaires ont gagné dans les 72 heures suivant le déplacement diplomatique. La guerre a commencé et personne n'avait prévu de la déclencher. Le parallèle n'est pas que cette situation mène à une guerre mondiale, le parallèle c'est le mécanisme. Le déplacement diplomatique par le commandement militaire au moment où un accord est à portée de main signale que le commandement militaire a calculé que le coût de l'accord est plus élevé que le coût de la poursuite du conflit. Le corps des gardiens de la révolution islamique a bloqué la proposition du Qatar, non pas parce que les chiffres étaient mauvais, mais parce qu'il a calculé qu'accepter n'importe quel arrangement impliquant des droits d'accès réciproques revient à abandonner la position qui rend le contrôle iranien d'Ormuz stratégiquement permanent. Et un Ormuz stratégiquement permanent vaut plus pour le corps des gardiens de la révolution islamique que n'importe quel accord que l'Amérique propose actuellement. La Chine lit ce calcul avec précision parce qu'elle a construit le système précisément pour profiter de ce résultat. Avant cette guerre, la Chine a passé une décennie à construire ce que j'appelle la décennie du silence. Une architecture économique parallèle conçue pour garantir que si l'Iran atteignait un jour ce moment, il aurait l'oxygène nécessaire pour tenir sa position sans s'effondrer. Des paiements en yuan par l'intermédiaire de banques chinoises de second rang en dehors de SWIFT, une flotte fantôme de pétroliers aux transpondeurs éteints, effectuant des transferts de navire à navire dans les eaux malaisiennes, où le brut iranien est réétiqueté et livré aux raffineries indépendantes chinoises sans documentation, et une réserve stratégique de 1,2 milliard de barils constitués de brut iranien et russe sanctionnés, précisément pour que, lorsque Hormuz se fermerait et que le pétrole atteindrait $160, la Chine ne soit pas le pays qui se précipite pour trouver de l'approvisionnement. Le résultat de cette architecture est visible dans un seul chiffre. Avant cette guerre, l'Iran exportait 1 680 000 barils de pétrole par jour. Pendant les semaines les plus intenses du conflit, avec Hormuz largement fermé et les bombardements américains à leur sommet, l'Iran a exporté 1 840 000 barils par jour, soit 160 000 barils de plus pendant la guerre qu'avant celle-ci.
Les registres douaniers de la Chine montrent 0 importation en provenance d'Iran. Mais les importations chinoises enregistrées de soi-disant brut malaisiens atteignent 1 300 000 barils par jour, soit plus du double de toute la production nationale de pétrole de la Malaisie. Ce pétrole est iranien. Le système qui le déplace ne peut pas être atteint par le blocus. Et tant que ce système fonctionne, la faction interne iranienne, qui affirme que la résistance est viable, dispose d'une donnée qui le prouve. Chaque baril qui arrive en Chine est un échelon de plus sur l'échelle de confiance du corps des gardiens de la révolution islamique. La démission de Galibaf, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui encaisse ces échelons. La Chine est sur la liste autorisée, la Russie est sur la liste autorisée, le corps des gardiens de la révolution islamique contrôle qui figure sur la liste autorisée, et le corps des gardiens de la révolution islamique vient de démontrer, en rejetant une proposition, qui aurait étendu la liste autorisée aux navires du Golfe, qu'il entend garder cette liste sélective. Un Hormuz sélectif, géré par un corps des gardiens de la révolution islamique, qui vient d'écarter ses propres modérés diplomatiques, est un Hormuz où la position préférée de la Chine devient permanente plutôt que provisoire. Le silence de la Chine sur la démission de Galibaf n'est pas de l'indifférence. C'est une approbation calculée. Voilà ce que le départ de Galibaf signifie pour la structure précise de l'accord. L'Amérique négocie autour de 3 exigences. Pas d'enrichissement nucléaire, Hormuz ouvert selon des conditions que l'Amérique considère comme la libre navigation et l'uranium iranien physiquement retiré du pays. À Islamabad, l'Iran a parcouru 80% du chemin. La faction diplomatique, Galibaf et Arakchi, a poussé l'Iran vers un compromis sur le calendrier de l'enrichissement et a indiqué une flexibilité sur la destination de l'uranium. L'Amérique a proposé une pause de 20 ans sur l'enrichissement. L'Iran a répondu par 5 ans. L'écart est de 15 ans. L'Amérique a proposé que l'Iran remette son stock d'uranium. L'Iran a répondu qu'il ne serait jamais transféré nulle part. Et la question d'Hormuz est restée la plus difficile. L'Iran insistant pour que le passage soit coordonné par les autorités iraniennes, l'Amérique insistant sur une libre navigation sans autorité souveraine iranienne, le rejet de la proposition qatari par le corps des gardiens de la révolution islamique vous dit ce qu'est réellement cet écart de 20%. Ce n'est pas un chiffre. C'est pas une formule de supervision. C'est la question de savoir si tout passage par Hormuz nécessite la permission de l'Iran ou fonctionne dans un cadre international qui ne nécessite pas la permission de l'Iran. Galibaf était prêt à explorer des arrangements qui brouillaient cette ligne. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas prêt à la brouiller, et sans Galibaf, la personne qui mènera le prochain cycle de négociation sera celle que le corps des gardiens de la révolution islamique approuve. La personne approuvée par le corps des gardiens de la révolution islamique ne brouillera pas la question de la souveraineté sur Hormuz, ce qui signifie que l'écart de 20% qui existe aujourd'hui ne sera pas plus petit au prochain cycle. Il sera de la même taille, ou plus grand. Il y a une dimension supplémentaire dans le calcul du corps des gardiens de la révolution islamique que la couverture médiatique rate entièrement. L'Iran perçoit maintenant des droits de passage à Hormuz. Le propre adjoint de Galibaf a confirmé ce matin que l'Iran a reçu ses premiers revenus provenant des droits imposés aux navires qui cherchent à traverser le détroit. Les navires paient, l'Iran reçoit de l'argent. Le corps des gardiens de la révolution islamique, qui contrôle la perception de ces droits, vient de transformer Hormuz d'un point de levier géopolitique en source de revenus. Cette conversion change fondamentalement la structure d'incitation du corps des gardiens de la révolution islamique. Quand Hormuz était un levier, l'incitation était de l'utiliser pour extraire des concessions de l'Amérique. Quand Hormuz devient un revenu, l'incitation est de maintenir le système qui génère ce revenu. Un accord qui ouvre Hormuz selon des conditions de libre navigation met fin aux revenus de péage. Un accord qui établit une autorité de coordination souveraine iranienne maintient les revenus. Le corps des gardiens de la révolution islamique vient de démontrer quel accord il préfère en rejetant celui qui aurait avancé vers le premier résultat. Pendant ce temps, Trump a ordonné ce matin à la marine américaine de détruire tout navire iranien surpris en train de poser des mines à Hormuz. Pas de le saisir, de le détruire. C'est une escalade dans les règles d'engagement que le cessez-le-feu est censé suspendre. La réponse du corps des gardiens de la révolution islamique à l'ordre de destruction a été le silence. Pas de contre-menace, pas de protestation officielle. Le silence, ce qui signifie
soit que le corps des gardiens de la révolution islamique calcule qu'il peut absorber cet ordre, soit qu'il calcule que cet ordre ne change rien à sa position opérationnelle, parce que les mines qui comptent sont déjà dans l'eau. Dans les deux cas, le corps des gardiens de la révolution islamique dirige les deux côtés de l'actualité d'aujourd'hui, le déplacement diplomatique à l'intérieur de l'Iran et le silence opérationnel face à l'ordre de destruction de Trump, sans un mot de la faction qui était censée diriger la diplomatie iranienne ce matin. Un cessez-le-feu typiquement trumpien. Donc, une main fait signe à la diplomatie pendant que l'autre cherche un plus gros marteau, comme si la subtilité était une importation étrangère interdite à la frontière. Je vais présenter la version la plus solide des positions américaines et optimistes, parce qu'il existe de sérieux arguments de l'autre côté qui doivent être examinés. L'argument optimiste est triple. Premièrement, la démission de Ghalibaf n'est pas confirmée. Le rapport vient de la chaîne 12 en Israël, qui a cité un reportage télévisé sans source nommée. Les médias israéliens ont un intérêt évident à présenter les négociations iraniennes comme étant en train de s'effondrer. Le gouvernement iranien n'a pas confirmé la démission. Ghalibaf lui-même ne l'a pas confirmé publiquement. Le corps des gardiens de la révolution islamique ne l'a pas confirmé. Jusqu'à ce que l'Iran nomme officiellement un remplaçant ou que Ghalibaf lui-même prenne la parole, cela reste un rapport non confirmé. La faction diplomatique pourrait encore être fonctionnelle. Deuxièmement, même si la démission est réelle, Araghchi reste ministre des Affaires étrangères. Araghchi était à Islamabad. Araghchi a été le canal diplomatique tout au long de ce conflit. Araghchi a déclaré à plusieurs reprises que l'Iran était proche d'un accord. Perdre Ghalibaf retire une voix, mais cela n'élimine pas la faction diplomatique. Et Trump a indiqué qu'il était ouvert à un accord rapide. Les négociations pourraient reprendre dès demain, ce qui signifie que le côté américain reste engagé, même pendant que le côté iranien se réorganise. Troisièmement, le rejet de la proposition qatari par le corps des gardiens de la révolution islamique pourrait en réalité réduire l'écart plutôt que l'élargir. La proposition du Qatar était l'un des nombreux cadres discutés. Le fait que le corps des gardiens de la révolution islamique rejette un cadrage précis pendant que Ghalibaf se retire ne ferme pas la porte à d'autres cadrages. Un arrangement différent qui n'implique pas d'équivalence bilatérale sur les droits d'accès à Hormuz pourrait atteindre le même résultat pratique tout en permettant au corps des gardiens de la révolution islamique de revendiquer une autorité souveraine. L'écart dans cette lecture n'est pas la position du corps des gardiens de la révolution islamique selon laquelle l'Iran contrôle Hormuz. Il s'agit de trouver le langage qui permet à l'Amérique de dire que Hormuz est ouvert, tout en permettant à l'Iran de dire que Hormuz est coordonné par les autorités iraniennes. Les deux choses sont techniquement vraies et incompatibles seulement comme revendication juridique formelle, pas comme réalité opérationnelle. Voilà l'art diplomatique que Trump n'a jamais vraiment maîtrisé, permettre à l'autre camp de sauver la face sans transformer toute la négociation en rassemblement électoral avec des drapeaux et des adjectifs. Cet argument a un poids réel. La source non confirmée est une véritable limite. La présence continue d'Araghchi compte et les formules qui permettent aux deux côtés de revendiquer la victoire ont déjà produit des accords. Mais voici ce que cette version la plus solide ne peut pas expliquer. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas seulement bloqué une proposition, il a retiré la personne qui l'avait proposée. C'est catégoriquement différent de bloquer une politique. Bloquer une politique laisse la relation intacte. Retirer le décideur signale que le corps des gardiens de la révolution islamique ne fait pas confiance à la personne qui formule les propositions et ne fera pas non plus confiance à la prochaine proposition qu'elle formulera. Même si Ghalibaf revient, même si la démission est annulée, le corps des gardiens de la révolution islamique a établi publiquement qu'il possède un droit de veto sur le chef de l'équipe de négociation. Chaque diplomate iranien qui observe cela comprend la leçon. Proposer ce que le corps des gardiens de la révolution islamique aime, ou partez. Cette leçon ne disparaît pas, même si le bureau de Ghalibaf reste chaud. Et la Chine, qui a vu la structure du pouvoir interne iranien se consolider autour du corps des gardiens de la révolution islamique pendant 56 jours, c'est ce qui se produit lorsque les commandements militaires apprennent qu'ils peuvent retirer les diplomates en les menaçant.
Il faut surveiller 3 choses dans les prochaines 48 heures. La première est de savoir si l'Iran confirme ou nie officiellement la démission de Ghalibaf. Pas un rapport de la chaîne 12, mais une déclaration officielle du gouvernement iranien confirmant qu'il s'est retiré du rôle de négociateur ou nommant la personne qui dirigera le prochain cycle. L'absence de démenti est presque aussi importante qu'une confirmation. Un gouvernement qui voulait contrer le récit selon lequel son négociateur en chef a quitté ses fonctions le nierait immédiatement. Chaque heure sans démenti officiel iranien est une heure pendant laquelle la version des événements du corps des gardiens de la révolution islamique, selon laquelle Ghalibaf a été écarté à cause de ses positions, reste incontestée dans le système politique iranien. Surveillez précisément les canaux d'information officiels du gouvernement iranien. Surveillez si Ghalibaf lui-même apparaît publiquement. Son silence n'est pas la même chose que le silence de l'Iran, mais il vous dit s'il conserve encore une position lui permettant de repousser ce que le corps des gardiens de la révolution islamique a fait. La deuxième est de savoir si un nouveau négociateur iranien est nommé publiquement et quel est son parcours. Le nom précis compte énormément. Si le remplaçant vient du ministère civil des Affaires étrangères, de l'équipe d'Arakchi, du personnel diplomatique technique qui a négocié à Islamabad, alors la faction diplomatique fonctionne encore sous la supervision du corps des gardiens de la révolution islamique, mais elle est toujours présente. Si le remplaçant vient d'un parcours directement lié au commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, alors le commandement militaire n'a pas seulement bloqué une proposition. Il a installé son propre représentant à la table. Cette distinction, diplomate civil contre figure liée au corps des gardiens de la révolution islamique, vous dit quel Iran mènera la prochaine négociation. Et quel Iran mènera la prochaine négociation vous dit si l'écart restant de 20% se réduit, se maintient ou s'élargit. La troisième est de savoir si la Chine fait une déclaration portant précisément sur les négociations maintenant que le paysage diplomatique à l'intérieur de l'Iran a changé. Wang Yi a appelé Arakchi à plusieurs reprises avec 26 appels confirmés pendant ce conflit. Si Wang Yi appelle Arakchi aujourd'hui et que le compte rendu inclut un langage sur l'importance d'une représentation diplomatique soutenue ou de la continuité du processus de négociation, la Chine signale qu'elle s'inquiète du déplacement de l'équipe civile par le corps des gardiens de la révolution islamique et qu'elle veut préserver le canal diplomatique. Si la prochaine déclaration de la Chine est un appel générique à un cessez-le-feu et à une résolution pacifique sans référence à la situation de Ghalibaf, alors la Chine a décidé que ce que le corps des gardiens de la révolution islamique vient de faire sert mieux son positionnement actuel qu'une objection chinoise ne le ferait. Surveillez aussi ce qui arrive aux chiffres des revenus de péage. L'adjoint de Ghalibaf a confirmé que l'Iran avait reçu aujourd'hui ses premiers revenus de péage. Surveillez si ce chiffre est publié officiellement par l'Iran dans les prochains jours. Si l'Iran annonce publiquement des revenus cumulés provenant de Hormuz, il établit le système de péage comme une source de revenus légitime et continue. Pas une mesure temporaire de temps de guerre, mais un mécanisme institutionnel permanent. La publication des revenus de péage est la manière pour le corps des gardiens de la révolution islamique de dire au monde « Voilà comment Hormuz fonctionne maintenant. Nous le gérons. Nous en tirons des revenus. » Tout accord qui change cet arrangement met fin à une source de revenus que nous avons déjà institutionnalisée. C'est une position de négociation très différente de celle que Ghalibaf essayait d'atteindre. Voici les 2 trajectoires possibles à partir de ce moment, parce que le signal de déplacement diplomatique a historiquement produit l'un de 2 résultats, et cela vaut la peine d'être précis. La première trajectoire est que le départ de Ghalibaf est temporaire et qu'Arakchi comble le vide. L'Amérique fait un geste, modifie le langage du blocus, libère un membre d'équipage détenu ou signale une flexibilité sur le calendrier de l'uranium, donnant ainsi aux factions diplomatiques iraniennes quelque chose à montrer sur le plan intérieur. Le corps des gardiens de la révolution islamique décide que ce geste suffit à justifier un retour au pourparlers sans donner l'impression qu'il concède la position qu'il vient d'affirmer. Ghalibaf n'est pas remplacé par une figure du corps des gardiens de la révolution islamique. Arakchi dirige le prochain cycle. Le déplacement diplomatique devient un coup de semonce plutôt qu'un événement terminal. Cette trajectoire est possible.
Elle exige que l'Amérique comprenne que le rejet de la proposition qatari par le corps des gardiens de la révolution islamique portait sur le cadrage, pas sur les chiffres, et qu'elle trouve un cadre qui préserve la revendication d'autorité souveraine du corps des gardiens de la révolution islamique tout en produisant le résultat pratique dont l'Amérique a besoin sur le passage. Ce cadre existe, il est techniquement réalisable. La question opérationnelle est de savoir si les négociateurs américains peuvent le construire sans concéder publiquement la question de la souveraineté. Le problème, bien sûr, c'est que la nuance n'a jamais eu l'air particulièrement à l'aise sous une casquette de campagne rouge. La deuxième trajectoire est que la mise à l'écart de Ghalibaf par le corps des gardiens de la révolution islamique devient permanente et que le prochain représentant iranien à n'importe quelle négociation est quelqu'un installé par le corps des gardiens de la révolution islamique plutôt que quelqu'un choisi par le gouvernement civil. Dans ce cas, l'écart de 20% sur la souveraineté de Hormuz ne se referme pas, il devient le plancher de la position iranienne plutôt que son plafond. La perception des péages par le corps des gardiens de la révolution islamique, sa liste d'accès sélective et son autorité de passage coordonnée deviennent le point de départ de toute négociation plutôt que le point final que l'Iran essaie d'atteindre. L'exigence américaine de libre navigation devient structurellement incompatible avec la gestion institutionnalisée du détroit par le corps des gardiens de la révolution islamique. Et un conflit avec des positions incompatibles et non négociables sur son enjeu central n'est pas un conflit qui produit un accord. C'est un conflit qui produit une impasse prolongée avec des niveaux de violence qui montent et descendent périodiquement jusqu'à ce que le calcul de survivabilité d'un camp change. La Chine est positionnée pour les deux trajectoires. Dans la première, le rôle de facilitation de la Chine produit une influence sur les conditions de l'accord. Dans la deuxième, la flotte fantôme de la Chine, sa réserve stratégique et sa position d'accès sélectif produisent un avantage commercial à travers l'impasse prolongée. Dans les deux cas, la Chine gagne. Et le silence de la Chine sur la démission de Ghalibaf ce matin vous dit que la Chine a déjà calculé quelle trajectoire elle attend. Lisez le rapport du Times of Israel sur le départ de Ghalibaf, en particulier le détail concernant la proposition qatari et le rejet du corps des gardiens de la révolution islamique. Lisez le rapport d'Euronews sur la consolidation du pouvoir du corps des gardiens de la révolution islamique, en particulier le passage selon lequel tous les postes critiques doivent être choisis et gérés directement par les gardiens de la révolution dans des conditions de guerre. Lisez l'analyse du Washington Post sur la manière dont la stratégie américaine de décapitation a éliminé les personnes qui maintenaient ensemble la prise de décision iranienne. Lisez la confirmation des revenus de péage par le propre adjoint de Ghalibaf. Lisez ce que Trump a publié au sujet du fait que personne ne sait qui dirige l'Iran. Et demandez-vous si cette confusion est un signe de faiblesse iranienne ou une mauvaise lecture américaine. Puis posez la question que les points de presse ne posent pas aujourd'hui. Si l'homme avec qui l'Amérique négociait vient de démissionner parce que le corps des gardiens de la révolution islamique a bloqué sa proposition et que la Chine n'a pas dit un seul mot à ce sujet, que lit la Chine dans ce silence ? La Chine a déjà une réponse à cette question. Et cette réponse, c'est ce qui arrive après qu'un pays perd son diplomate exactement au moment où un accord était à portée de main.